Moi, je m'appelle Éléonore Tarlet, je suis psychologue, psychothérapeute pour adultes. Alors moi, quand je parle de psychothérapie, ça va être principalement des thérapies validées scientifiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux thérapies qui sont validées, c'est-à-dire validées qui ont prouvé une efficacité thérapeutique, qui ont été soumises au mode protocole d'évaluation que certains médicaments ou que voilà, radiothérapie, chimiothérapie, etc. On voit ce qui fonctionne pas en termes d'intégration et de guérison. Donc moi, évidemment, mon parcours de psychologue, c'est la fac de psychologie, bac+5 en psychologie, hein, classiquement. Moi, à mon époque, mais je crois que ça l'est toujours encore aujourd'hui, en fait, on nous forme principalement à la psychanalyse, qui est une théorie élaborée par Sigmund Freud dans les années 1900. Et quand je parle de théorie élaborée par une personne, c'est différent en fait de la psychologie, qui a toujours eu comme objectif de guérir les personnes, notamment quand on a vu les personnes revenir de la Première Guerre mondiale avec des syndromes de conversion, des réviviscences, des cauchemars, des paralysies inexpliquées. Les psychologues, en tout cas les médecins, se sont dit il faut qu'on évalue des psychothérapies, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui va permettre de les réparer et qu'est-ce qui fonctionne pas. En fait, les TCC, en gros, c'est validé depuis les années 60 et l'EMDR, qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing, validé depuis les années 80. Ce sont des recommandations internationales de santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, il y a 16 organismes internationaux de santé qui préconisent ces thérapies-là pour aider les patients. Alors, quelle est la différence entre l'EMDR et les autres prises en charge psychologiques qui existent? Bon, moi, avant de connaître le MDR, je savais pas. Je me trouvais moyennement efficace, mais je savais pas ce que c'était. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, c'est une thérapie qui permet vraiment de remobiliser le cerveau et qui va lui permettre de se remettre en retraitement des données. Alors, il y a plusieurs choses en fait. Il y a le cerveau, comment il fonctionne, comment il se développe, et il y a aussi la notion de mémoire traumatique. Donc, je reprends un petit peu dans les grandes lignes le développement du cerveau pour qu'on comprenne comment il se structure cet organe. Donc, au démarrage, nous, en termes d'évolution de l'espèce, on était des reptiles. On a toujours, au bout du tronc cérébral, hein, au cœur du cerveau, notre cerveau reptilien qui a alloué même fonction de survie, en gros, de survie, de reproduction de l'espèce. C'est les mêmes fonctions primaires qu'ont toujours les reptiles. Alors, au cœur de ce cerveau reptilien, on a un petit organe qui s'appelle l'amygdale, pas les amygdales, et qui est l'organe qui s'active quand on est en danger. Donc ça va donner ce qu'on appelle une réaction d'alarme au niveau du corps, c'est-à-dire que ça va envoyer des hormones de stress pour que le cœur s'active, pour que nos muscles soient bandés, on transpire, la respiration s'accélère, et en fait tout est mis en place pour qu'on puisse soit combattre, donc là on a beaucoup d'énergie, beaucoup de sucre qui sont libérés dans les muscles, soit s'enfuir et courir aussi vite qu'on n'a jamais couru de sa vie. Là on est bien dans de la survie. Et en fait, cette amygdale qui va générer ces hormones de stress pour mettre en place ces comportements de protection, a aussi un autre système d'adaptation qui s'appelle la sidération. Alors en anglais, ça fait les 3 F, donc c'est facile à retenir, fight, fly ou frozen. Et la sidération, qui est en fait le cerveau qui va geler, c'est aussi de la survie et c'est ce qu'on observe chez les animaux quand par exemple on a un chat qui course une souris, elle galope et en fait ça fait plusieurs fois qu'il commence à la toucher, donc en gros elle sait qu'elle est cuite. Alors c'est pas intellectuel, c'est vraiment son cerveau reptilien qui va la geler. Et là, on a des shoots chimiques autour de cette amygdale, de kétamine et de morphine, un petit peu comme quand on va, comme si on voulait circonscrire avec une cheminée nucléaire. Et ces shoots chimiques permettent un petit peu de déconnecter le cerveau du corps. Donc le premier effet qui se coule, c'est que ça permet de calmer le cœur, parce que sinon les hormones de stress, si elles étaient restées au maximum, elles risquaient de provoquer un infarctus, puisque le cœur n'est pas fait pour recevoir autant d'hormones de stress. Donc c'est de la survie là encore, ce troisième style d'adaptation comportementale. Le deuxième effet qui se coule, c'est que ça a encapsulé le trauma à l'identique. Alors c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que ces shoots chimiques de kétamine et de morphine vont nous sidérer et vont faire qu'on est un petit peu comme une poupée de chiffon, qu'on est déconnecté de son corps. Donc en fait le trauma peut être continu, mais on ne sent plus rien.
Alors ça permet aussi, on a vu les victimes du Bataclan qui témoignaient en disant mais voilà, moi j'ai couru en dehors de la salle, je suis allée me réfugier dans un bar et puis c'est seulement après ça, une fois que j'étais en sécurité, que je me suis aperçue que j'avais ma cuisse qui était complètement coupée, pratiquement jusqu'à l'os, mais je ne sentais rien. Et ça permet de continuer à courir, de ne pas avoir mal, de ne pas s'écrouler. Donc c'est vraiment de la survie. Alors comme je vous disais, ce second effet qui se coule, c'est que ça va encapsuler le trauma à l'identique dans l'amygdale, avec les images, ça peut être les sons, les odeurs, des cognitions négatives sur soi, par exemple je suis pas capable, ou je suis sale, ou des sensations et des émotions. Donc tout ce matériel a été figé en même temps que les shoots chimiques, et c'est ça qui crée ce que l'on appelle le trauma. Alors ça peut être un trauma avec la souris qui va se faire manger, mais ça peut être aussi toute une accumulation de petits événements qui n'ont pas satisfait les besoins fondamentaux de l'enfant. Et quand on parle de besoins fondamentaux, c'est aussi de l'ordre de la survie. Le besoin d'être protégé, le besoin d'être aimé, le besoin d'être mené vers l'autonomie, le besoin de ne pas être violenté, de ne pas être abusé. Ça peut paraître un peu... mais si ces choses-là n'ont pas été satisfaites en termes de développement, ça va déboucher sur des traumas. Donc, je reprends le EMDR. En quoi c'est différent? C'est que cet EMDR va permettre au cerveau de retraiter les informations. Alors, cette mécanique de retraitement des infos, le cerveau, il l'a fait toutes les nuits, pendant la phase du sommeil paradoxal. Alors, on sait aujourd'hui qu'en fait, on rêve dans un peu toutes les phases du sommeil, mais principalement on rêve pendant la phase du sommeil paradoxal, qui est aussi une phase qu'on appelle REM, Rapid Eye Movement, parce qu'on fait des balayages oculaires rapides pendant ces phases de retraitement des données. Et ces phases-là, où en fait on a des mouvements oculaires rapides, font circuler alternativement et rapidement cerveau droit, cerveau gauche et remobilisent les structures profondes et notamment ce fameux cerveau reptilien avec l'amygdale. Le job du cerveau, c'est toutes les nuits de faire la mise à jour disque dur. Alors on se souvient qu'on rêve ou pas, ça n'est pas grave, mais lui, il fait son job. Et quand on a des cauchemars à répétition, c'est qu'il reboot sur le même problème, il n'arrive pas à trouver d'issue. Mais il va y retourner, il fait son job, il n'arrive pas à trouver d'issue. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on peut retravailler en EMDR pour lui permettre de dépasser ça. Autour du cerveau reptilien, on a le cerveau cognitif, le cerveau mammalien, le cerveau des mammifères, qui s'est développé par la suite en termes de développement de l'espèce et qui est alloué à des fonctions plus complexes, d'anticipation, de débriefing, d'analyse, de compréhension. Alors souvent, les thérapie, en tout cas quand vous allez voir un psy, vous allez beaucoup parler, vous allez analyser, vous allez essayer de comprendre. Alors ça, c'est une petite partie de la résolution du problème. C'est-à-dire que cette information cognitive va vous permettre d'avoir toutes ces infos dans lesquelles votre cerveau reptilien pourra piocher pour faire du tissage cognitif, pour faire de la restructuration cognitive, c'est-à-dire pour changer d'angle de vue sur la situation, pour maturer la situation. Mais rester trop dans le cerveau cognitif, ça n'est pas thérapeutique puisque le trauma, il est au cœur du cerveau reptilien, il est dans l'amygdale. Donc tant qu'on ne va pas permettre au cerveau d'aller reconnecter et remettre en route ce qui est coincé dans l'amygdale, en gros, vous allez comprendre, vous n'allez pas aller mieux. Voilà, je schématise un petit peu, mais ça risque d'être limité. Et si vous avez des symptômes, on dit c'est pathognomonique, c'est-à-dire que c'est adapté. Votre cerveau, il a des symptômes logiques et adaptés pour des choses que vous avez vécues qui n'étaient pas logiques et adaptées. Donc vous vous êtes adapté à des choses anormales et du coup vous avez développé un mode de fonctionnement qui pose problème. Mais c'est tout à fait logique, c'est de l'adaptation. Donc ce qui vous arrive en termes de symptômes est normal, c'est pathognomonique. Nous, notre job de psy, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que votre cerveau il a installé ça, qu'est-ce qui est à l'origine de l'installation de ce logiciel qui est aujourd'hui dysfonctionnel. Et je tiens vraiment à dire aussi que si vous n'arrivez pas à reprendre la main après avoir tout compris, c'est normal, parce que si vous n'avez été que dans le cerveau cognitif, vous ne pouviez pas réparer tout seul votre cerveau reptilien. C'est en ça que le MDR est vraiment une avancée. C'est comme si, moi je sais que la crise d'appendicite, il faut me le retirer, moi je ne peux pas m'opérer tout seul. Ah bon, oui, j'ai besoin de quelqu'un, voilà. Alors le MDR c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on va se faire accompagner pour que la personne elle aille un peu titiller là où c'est pas retraité, là où ça fait mal, alors dans votre zone de tolérance, je tiens à préciser, on travaille dans une fenêtre de tolérance en coopération,
Mais il va falloir qu'on aille comme revisiter ce qui fait mal pour que votre cerveau il puisse le retraiter, le réencoder de façon adaptée et que ça ne crée plus de souffrance aujourd'hui. Donc voilà, ne culpabilisez pas si vous dites bah oui, ça fait 10 ans que j'ai compris le truc et je vais pas mieux, je dois pas faire ce qu'il faut. Non, 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 c'est pas ça le problème. C'est qu'a priori, votre cerveau il n'a pas retraité, il n'a pas réparé. Une personne, elle vient consulter normalement parce qu'elle a des symptômes, elle a des choses qui sont handicapantes dans son quotidien, qui lui posent problème pour bien fonctionner, pour être adaptée. Donc ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, ça peut être des dépressions récurrentes, des troubles de personnalité, des choses qui posent vraiment problème à la personne. Des problématiques d'estime de soi par exemple, ou des jalousies inexpliquées et complètement disproportionnées. Bon, il y a tout un panel de symptômes que les gens peuvent rencontrer dans leur présent. Ils se rendent compte que c'est disproportionné, donc ils en souffrent. Hein, c'est pas juste quelque chose où je suis ok avec et en fait, il y a des hauts, il y a des bas, mais en fait, ça se gère. Une personne, si elle vient consulter, c'est comme quand on va chez le médecin, on y va parce qu'on a un vrai problème et que ça devient vraiment handicapant ou gênant au quotidien. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cerveau, qui est un organe, au même titre que les autres organes dans le corps humain, comme on peut avoir le cœur, les poumons, le foie, tous ces organes, c'est-à-dire qu'on est vraiment une mécanique, une machine absolument incroyable, ils ont une fonction d'auto-réparation qui est intégrée, qui est innée. Donc moi je dis parfois en rigolant, voilà, si on se prend une cuite, bon ben on n'est pas mort, hein, en général le lendemain le corps il fait ce qu'il fait, on a peut-être la gueule de bois, mais nos cellules, notre foie va faire ce qu'il faut pour se réparer et remettre tous les dosages au niveau. Si on se casse la jambe, on sait qu'il va falloir porter un plâtre et puis pas trop marcher dessus pendant un temps, mais en fait l'os va se souder de lui-même. On n'a pas besoin de comprendre comment il va faire pour se ressouder. Il a son programme inné de réparation. L'os, la peau, les tendons, les muscles, enfin toutes nos petites cellules, tout fonctionne de façon à s'auto-réparer continuellement. Alors évidemment, si on continue à dysfonctionner, si je me prends une cuite tous les soirs, mon corps, au bout d'un moment, il va avoir du mal à rétablir les niveaux. L'organe du cerveau, c'est la même chose. Alors lui, c'est un ordinateur de bord. Il a la fonction de gérer tout ce qui se passe dans le corps. Alors ça peut être des choses qui sont tout à fait automatiques comme la respiration, les battements du cœur, les dosages hormonaux. On n'a même pas besoin d'y penser. Et le cerveau, en fait, il régule tout ça. Il fait un super boulot sans qu'on s'en rende compte. Après, son job aussi, c'est d'intégrer continuellement des nouvelles infos de ce qu'on vit, de ce qui nous arrive dans la vie, et notamment pendant notre développement, puisque nous allons devoir nous adapter à l'environnement dans lequel on évolue. Nous avons certains besoins et nous nous adaptons à l'environnement en fonction de ce qui se passe. Et cela, parfois, peut justement donner des symptômes. C'est-à-dire qu'on va parler de trauma entre guillemets quand il y a des choses que notre cerveau n'a pas intégrées de façon adaptée. Quand je parle d'une intégration adaptée, c'est-à-dire c'est des choses qui peut-être étaient adaptées dans notre développement. Si par exemple j'ai mon père qui passait son temps à me dénigrer, à me dire ça arrivera à rien ma pauvre fille, t'es pas capable. En tant qu'enfant, mon père, ce qu'il dit, il a raison, c'est mon père. Donc en fait, moi, je vais intégrer que oui, je suis quelqu'un qui arrivera jamais à rien, que je suis pas capable, que j'ai pas de valeur. Donc dans ce contexte-là, ça va être adapté puisque je ne peux pas me permettre de fonctionner autrement puisqu'il y a des enjeux d'attachement et que je suis bien obligée de m'adapter à ce que mon père pense de moi. Et le mammifère que nous sommes est très adaptable. Le souci, c'est qu'après, ce petit logiciel de fonctionnement qui s'est installé pour que nous soyons adaptés le plus possible à notre contexte, il va continuer à fonctionner comme à l'origine. Alors pas tous, la majorité de nos logiciels s'intègrent, mais ce qui va poser problème et ce qui va amener la personne à consulter, ce sont ces petits logiciels qui n'ont pas été mis à jour. Et si aujourd'hui j'ai 3 thèses, alors je donne le cas d'une personne que je connais dans 3 pays différents, et que la personne continue à dire de toute façon je suis nulle, je suis pas capable, j'ai aucun mérite, je suis pas intelligente, c'est que la mise à jour n'a pas été faite. Puisque aujourd'hui, elle n'a plus à prouver qu'elle est intelligente, qu'elle est tout à fait capable, voilà. Sauf que ce logiciel, il continue à fonctionner à l'identique de l'époque, avec ces mêmes croyances.
Et dans ces petits logiciels, nous on parle de parties dissociées aussi, hein, on va avoir donc des croyances négatives sur soi, par exemple j'ai pas de valeur, mais aussi des émotions, des sensations, et puis des souvenirs, des images. Et ça va pas être qu'un souvenir qui a créé le trauma, hein, c'est une accumulation de choses qui ont duré dans le temps. Voilà, donc ça me semble important d'expliquer que ce ce grand, magnifique ordinateur de bord, il est continuellement en train de retraiter des données. La majorité du travail, il l'a fait. Mais nous, on peut très bien aller un petit peu le booster, le remettre en route dans ses facultés d'autoréparation par rapport à ce qu'il n'a pas pu retraiter lui-même de son côté. Et ça, notamment le MDR, nous permet vraiment de permettre au cerveau de faire une mise à jour et que ces logiciels s'intègrent. Donc ça n'est pas une fatalité d'être dépressif, ça n'est pas une fatalité de ne pas avoir confiance en soi, ce n'est pas une fatalité d'avoir des crises d'angoisse, enfin, je peux vous citer tous les symptômes, tout est en lien avec ce qu'on appelle nous des traumas, ces besoins fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits dans l'enfance, dans notre développement, et si on va aller réparer ces expériences non intégrées, on fait disparaître les symptômes. Et du coup, la personne récupère son fonctionnement de base qu'elle aurait eu si elle n'avait pas eu ce contexte-là dans lequel elle a dû s'adapter. Donc parfois les gens disent mais moi je veux pas me changer ou je veux pas être différente. C'est pas du tout qu'on va les rendre différents, au contraire. Ils ont été contraints de s'adapter. Alors parfois je prends l'exemple un peu de Natacha Campuche qui a été kidnappée quand elle était toute jeune fille et qui a vécu enfermée dans une cave. Et on trouve ça anormal que elle aime son kidnappeur et qu'en fait elle s'est adaptée à ça et que qu'elle le vive pas si mal et qu'elle ait voulu racheter la maison de son agresseur une fois qu'il est décédé. Mais c'est de l'adaptation, c'est-à-dire qu'elle était en survie. Elle dépendait du bon vouloir de cet homme-là. Elle était obligée de créer un logiciel pour décoder ses besoins, ses désirs, pour rester en vie. C'est de l'adaptation. Donc après, son mode de fonctionnement a continué comme ça, mais elle ne pouvait pas fonctionner autrement. Donc c'est pas qu'on tombe amoureux de l'abuseur, il n'y a pas d'interprétation à fournir là-dessus, il y a juste à observer que, en termes d'adaptation et de survie et d'attachement, c'est tout à fait logique. Après, si elle n'en souffre pas, c'est ok. Si elle en souffre, il faut qu'on aille réparer les expériences traumatiques à l'origine de ces souffrances. Alors, c'est important de comprendre qu'on peut se réparer de tout, on peut sortir de tout. C'est un petit peu comme si, en fait, je fais par exemple la rencontre avec un produit, l'alcool, et qu'en fait, je mets un petit peu le nez dedans, et puis j'y reste. Donc finalement, ma vie va devenir de plus en plus difficile, je vais me dégrader, je vais abîmer mon corps. On peut se dégrader et on peut aussi s'améliorer, c'est-à-dire que je peux tout à fait venir avec un patrimoine génétique d'enfants souffreteux ou de familles, de personnes qui peut-être avaient des problèmes avec l'alcool. Donc je vais récupérer un patrimoine génétique peut-être pas terrible, mais si moi je décide de jamais toucher à l'alcool, de faire de l'activité physique, de bien manger, de pratiquer des belles choses dans ma vie, quand je dis des belles choses, c'est voilà, l'amour, la bienveillance, la générosité, parce qu'on sait que tout ça, ça a un effet aussi. Je peux améliorer ma vie. Donc, ce que je veux vraiment dire, c'est que rien n'est une fatalité. J'apprécie pas trop quand on dit aux gens, bah oui, vous êtes dépressive, va falloir vous y faire, vous serez dépressive à vie. Mais c'est comme si je reçois une personne, je dis, bah vous avez la jambe cassée, bah faut vous y faire, vous avez la jambe cassée à vie. Non, les organes ne se réparent. Et on ne peut pas donner un diagnostic comme ça sans avoir tenté ces thérapies-là qui sont extrêmement efficaces et qui permettent vraiment au cerveau de recabler des connexions neuronales. En fait, ces thérapies font fonctionner la plasticité neuronale, la neuroplasticité, dont on sait aujourd'hui que le cerveau est extrêmement plastique et qui passe son temps à recréer des nouvelles connexions. Il ne va pas recréer des nouveaux neurones, mais en fait, c'est connexionniste aujourd'hui la façon dont on a de percevoir le cerveau, dont on sait qu'il fonctionne. Donc donnons-nous l'opportunité d'aller réparer tout ça, et ce que je veux vraiment dire aux personnes qui vont nous écouter, c'est que rien n'est une fatalité. C'est un peu comme si je vais au cours de gym la première fois et puis je me dis oh là là, moi le grand écart j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Eh ben peut-être que si j'y vais régulièrement, une fois la semaine, 2 fois la semaine, et puis que j'essaye à chaque fois, et que j'essaye et que je persévère, eh ben peut-être qu'au bout d'un an je l'aurai mon grand écart. Donc vraiment, tout se répare, il y a toujours de l'espoir et si
vous avez des souffrances ou des symptômes aujourd'hui, c'est bon signe, parce que ça veut dire que votre cerveau, il crie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il vous dit, il y a un problème, toc, 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 allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être des émotions dysfonctionnelles, de la colère, de l'angoisse, une émotion à fleur de peau, une tristesse à fleur de peau, mais ça peut être aussi des douleurs dans le corps qui sont inexpliquées médicalement par ailleurs. Alors je dis bien inexpliquées médicalement par ailleurs, qu'on ne pense pas que tout est psy. Bien sûr, il faut déjà vérifier que médicalement il n'y ait pas de souci. Si la médecine dit écoutez, nous on ne comprend pas parce qu'organiquement tout va bien, ça vaut le coup d'aller voir s'il n'y a pas des petites choses à remettre au bon endroit, à réparer. Donc voilà, votre cerveau est capable de restructuration cognitive et de mûrir et de maturer le nouveau matériel, quel que soit votre âge de 7 à 77 ans.